Certains sont considérés comme des cold cases, des affaires non élucidées. D'autres, au contraire, ont connu un épilogue judiciaire. Leur point commun, tous ont eu comme décor une route, une autoroute, une voiture, parfois même un simple parking. On les appelle les crimes de la route. Je suis Thibaut Dinouel et dans ce nouvel épisode, le meurtre inexpliqué d'un cyclotouriste espagnol le long de la Via-Rona, en Ardèche. Il s'appelait Roberto Torres Pastor et il avait 27 ans. Ce jeune Espagnol expatrié aux Pays-Bas pour le travail avait entrepris un voyage en vélo à travers l'Europe pour retourner aux Canaries, sa terre d'origine. Mais c'est en traversant la France que son périple prendra fin brutalement en octobre 2021 sur les bords d'une véloroute à Soyons, en Ardèche. Cette nuit-là, Roberto est victime d'une violente agression dans des circonstances toujours énigmatiques. Il n'y survivra pas. Depuis, aucune piste, aucun indice, aucun témoignage. L'enquête n'a pas avancé d'un iota. L'auteur des faits court toujours. La police a donc publié il y a quelques semaines un appel à témoins pour tenter de relancer ce dossier. Et pour évoquer cette nouvelle affaire et ses nombreux mystères, mon invité est Martin Faure. Bonjour Martin. Bonjour Thibaut. Vous êtes journaliste indépendant et vous avez publié en mai dernier dans l'excellent magazine Pédale une enquête sur ce cold case qui est donc revenu récemment dans l'actualité avec cet appel à témoins lancé par la police. Cette affaire, on ne va pas se mentir, elle n'a pas été extrêmement médiatisée. En tout cas, elle n'a pas fait la une des grands médias nationaux. Non, pas du tout. Effectivement, je pense que cela tient au profil de la victime qui est espagnole. Il n'a aucun lien avec la France et avec le département de l'Ardèche où il a malheureusement été retrouvé ce 7 octobre 2021. Ce jeune homme de 27 ans finalement a été assassiné et personne, en tout cas pas grand monde au-delà du Dauphiné Libéré qui est le journal local, en a parlé. Et je trouvais que c'était aussi une manière de lui rendre en quelque sorte hommage, même si localement le maire aussi a beaucoup fait pour lui rendre hommage. Et on va en reparler. Ce fait divers, il a aussi très peu d'écho d'ailleurs de l'autre côté des Pyrénées. Ses parents ont seulement donné une interview dans un journal local qui s'appelle La Provincia, mais au-delà de ça, moi j'ai pas relevé énormément d'articles sur cet assassinat. Au-delà de sa nationalité espagnole, qu'est-ce qu'on sait sur la victime ? Il n'y a pas énormément d'informations qui sont disponibles sur Roberto Torres Pastor. Tout juste sait-on qu'il avait 27 ans au moment de son assassinat. Il travaillait à l'époque aux Pays-Bas dans une société de logistique qui s'appelait DPD. Il est originaire et ses parents vivaient toujours aux îles Canaries. Et en fait, on sait qu'il était célibataire et sans enfant. Et il voulait rentrer depuis les Pays-Bas dans son île natale et faire tout ça, ce grand voyage à vélo. Et donc, il était obligé pour cela de passer par la France. Ça fait un sacré road trip. Ça fait effectivement plusieurs milliers de kilomètres. Il avait déjà visiblement du bon matériel, un vélo avec des sacoches pour emporter le strict nécessaire, en tout cas au moins une tente et peut-être quelques vivres pour les premiers jours. Ensuite, il a acheté au fur et à mesure ce dont il avait besoin. On sait aussi qu'il communiquait assez régulièrement avec sa mère via la messagerie WhatsApp pour la prévenir assez régulièrement de ses arrêts et pour essayer de la rassurer sur ces différents endroits où il couchait. Parce que c'est un voyage de quoi ? Plusieurs semaines, plus d'un mois presque ? Alors oui, il est parti le 10 septembre 2021 des Pays-Bas et il a été retrouvé donc le 7 octobre 2021 à Soyons. Donc je pense qu'il avait à peine fait la moitié du parcours et ça faisait déjà donc plusieurs semaines qu'il était sur le chemin. Un sacré périple que les enquêteurs arriveront à retracer quasiment kilomètre par kilomètre grâce à la technologie. Alors c'est ça, en fait, les enquêteurs ont pu retracer grossièrement son parcours grâce à son téléphone. Il entre en France le 23 septembre par la pointe de Givet, donc c'est une petite bande du département des Ardennes qui s'enfonce dans le territoire belge. Donc c'est la première fois là que son portable borne en France. Ensuite, il suit la Meuse. Après, il descend en fait dans le sud de la France, notamment par la Via-Rona, une fois qu'il est arrivé après Lyon. Via-Rona, au bord de laquelle il sera donc retrouvé
retrouvé. C'est quoi en fait ? C'est une route réservée vraiment aux cyclotouristes ? C'est ça, c'est un parcours cyclotouriste qui suit le Rhône, donc de Genève à Marseille. Où est-ce qu'il dort, Roberto Torres Pastor, lors de ces étapes ? Est-ce qu'il pose sa tente un peu là où il peut, à l'improviste, ou bien au contraire, c'est beaucoup plus carré et il va dans des endroits réservés ? Alors, il a passé plusieurs nuits en tente, c'est sûr. Après, pour la petite anecdote malheureuse, j'ai envie de dire, le jour où il a été retrouvé le 7 octobre, en tout cas dans la nuit du 6 au 7 octobre 2021, il avait envoyé un message sur une plateforme qui met en relation des cyclotouristes et des hôtes, donc qui s'appelle Warm Showers, et il avait envoyé un message à un utilisateur de cette plateforme pour demander le gîte à celui-ci, qui ne lui a répondu que le lendemain, il me semble. Donc en tout cas cette nuit-là il avait émis le souhait de dormir dans un endroit en dur. C'est aussi une hypothèse qui est corroborée par le fait qu'il avait demandé au marché de Soyons à un marchand s'il connaissait un lieu pour dormir au chaud, et le marchand a été incapable de lui dire qu'il existait à Soyons un relais gare qui est fait justement pour ces voyageurs qui suivent la Via Rhôna et qui est adapté tout à fait à cette utilisation. Malheureusement, Roberto est passé exactement à côté de cet établissement-là sans qu'il se rendre compte que c'était un gîte à destination des cyclotouristes. Mais vous les racontez, ces deux événements dans votre papier, deux événements anecdotiques à première vue, mais qui auront de lourdes conséquences pour la suite, puisqu'on le comprend, Roberto est donc contraint ce soir-là de trouver un endroit un peu à l'écart, finalement, en pleine nature, pour installer son campement. C'est ça. Alors en pleine nature, effectivement, c'est à quelques centaines de mètres du village. C'est quand même un endroit qui est bien connu des habitants, qui est plutôt bucolique la journée. Effectivement, le soir, il peut être plus inquiétant parce qu'il est légèrement isolé du village. Mais je ne dirais pas en pleine nature, mais un coin un petit peu isolé du village. En tout cas, un endroit a priori sans danger, mais qui se transformera pourtant en scène de crime. C'est une journée de jeudi qui débutait comme toutes les autres de la semaine par une promenade matinale sur les bords du Rhône pour Michel et sa fidèle Praline. Ce retraité de 65 ans a l'habitude d'emmener quasiment tous les jours son labrador noir en balade sur ce chemin agréable et plutôt désert avant 8h du matin. Mais ce jour-là, il y a quelque chose qui cloche. Praline est étrangement agitée. Elle ne veut pas aller plus loin sur ce sentier qu'elle connaît pourtant par cœur. Et pour cause, quelques mètres après, Michel tombe d'abord sur des traces de sang, puis très vite sur un jeune homme blessé, c'est Roberto Torres Pastor. Il est vêtu d'un simple t-shirt, pas de bas, il est nu malgré la fraîcheur matinale et surtout recouvert de sang. Michel lui adresse quelques mots auxquels Roberto ne répond pas. Pourtant le jeune homme bouge, il est encore en vie, mais très mal en point, ne s'exprimant que par des bruits rauques de respiration. Michel appelle alors les pompiers, mais le mal est fait. Roberto décédera quelques heures plus tard à l'hôpital de Valence. Martin Faure, dans le cadre de votre enquête journalistique, vous avez rencontré ce retraité, Michel, qui est donc la première personne à arriver sur la scène de crime. C'est lui qui découvre Roberto Torres Pastor, ensanglanté, mais encore vivant à ce moment-là. Effectivement, et c'est des images qui le hanteront, je pense, jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il découvre Roberto Torres Pastor, donc quasiment nu, seulement habillé d'un t-shirt sur le bord de la route, qui est totalement ensanglanté et qui n'est malheureusement plus en mesure de parler pour lui donner des indices sur les personnes qui, le ou la personne qui l'aurait frappé. Vraiment, il souffre, il est à l'article de la mort, il peut pas s'exprimer, parce qu'après, il est aussi avec les pompiers, il décédera plusieurs heures plus tard à l'hôpital, mais dans ce laps de temps, il n'arrivera pas à donner d'indications. C'est ça, et c'est le regret aussi de Michel, ce retraité que j'ai rencontré, de ne pas l'avoir fait écrire, parce qu'il avait sur lui un petit carnet et un stylo, et il aurait aimé le faire écrire pour que Roberto lui donne quelques indices. Malheureusement, il n'y a pas pensé à ce moment-là, et on peut le comprendre parce qu'il devait sûrement être dans un moment très choquant aussi pour lui. Oui, sa priorité, c'est de prévenir les secours qui arrivent très vite sur place, puis la police vient analyser cette scène de
de crime. Quelles sont ses premières déductions ? En fait, ce qui est difficile aussi pour les enquêteurs, c'est qu'ils ne comprennent pas très bien la scène de crime parce que Roberto n'a pas été retrouvé exactement à côté de sa tante, ce qui laisse supposer qu'il a pu sortir et essayer de s'enfuir au moment de l'attaque et peut-être après revenir, encore repartir. Bref, c'est pas du tout clair. On ne comprend pas très bien pourquoi Roberto n'a pas été retrouvé à proximité immédiate de sa tante. Oui, et a posteriori, les enquêteurs diront qu'il y a eu peut-être plusieurs temps dans cette agression et que Roberto a été agressé pendant son sommeil. Effectivement, et c'est un détail aussi qui fait, j'ai envie de dire, mal au cœur, parce que compte tenu de l'heure à laquelle le portable de Roberto s'est éteint, c'est-à-dire entre minuit et 2h du matin à peu près, donc on peut soupçonner que c'est à ce moment-là qu'il a été attaqué, et le moment où il est retrouvé, donc c'est-à-dire avant 8h du matin, il y a plusieurs heures pendant lesquelles on imagine que Roberto a souffert. Peut-être qu'il a été agressé durant son sommeil, qu'il a ensuite tenté de s'enfuir et que les agresseurs l'ont rejoint par la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'agression a été très très violente. Il y a beaucoup de sang, il a été frappé une 30aine de fois, je crois. Effectivement, il a été frappé de nombreuses reprises au niveau du visage et par un objet que l'on n'arrive pas pour l'instant à identifier exactement. Visiblement, c'est un objet contondant qui n'a pas été retrouvé près de la scène de crime et qui pose aujourd'hui encore un mystère. Une arme du crime introuvable, le portefeuille et les papiers de Roberto Torres Pastor ont disparu, ça on ne les retrouve pas non plus. Exactement, le vélo lui a bien été retrouvé à proximité de la tante et de Roberto Torres Pastor. En revanche, son portefeuille n'a pas été retrouvé, mais aucun mouvement suspect n'a été retrouvé ou n'a été signalé sur son compte bancaire, ce qui laisse à supposer que derrière il n'y a pas eu de retrait par exemple avec sa carte bancaire ou de vol d'argent. Donc on écarte l'hypothèse du vol, d'autant plus que son vélo lui est encore là et c'est pas un vélo lambda d'ailleurs, c'est un vélo qui coûte cher. Effectivement, mais encore une fois c'est un des nombreux mystères autour de cette affaire, c'est le mobile du crime, j'ai envie de dire, puisqu'on ne sait pas pourquoi il a été assassiné. Effectivement, s'il n'y a pas eu de vol d'argent ou de retrait derrière, on peut écarter la piste du crime financier ou crapuleux, je ne sais pas comment il faudrait dire exactement, et son vélo a été retrouvé à proximité et qui n'a pas non plus été volé, alors que c'est peut-être le seul objet de valeur que Roberto avait avec lui. Et son téléphone, on le retrouve ou pas ? Son téléphone portable a été retrouvé dans l'eau à proximité de la scène de crime, ce qui laisse à penser aussi que l'assassin a pris le temps en tout cas de priver Roberto de son seul moyen d'appeler les secours. Ce téléphone qui est resté plusieurs heures dans l'eau, ça veut dire quoi ? Que les données qui auraient pu être exploitées par les enquêteurs ont disparu ? Alors son téléphone, effectivement, en tout cas les données de son téléphone ont été rendues inexploitables par son séjour prolongé dans l'eau. En revanche, son téléphone a désormais est entre les mains d'une brigade spécialisée dans l'exploitation des données informatiques, j'imagine. En tout cas, c'est une information qui est sortie récemment, en tout cas qui pourrait laisser penser qu'éventuellement des enquêteurs plus chevronnés ou des techniciens plus expérimentés pourraient tenter de le faire parler. Oui, parce que la finalité, c'est que c'est la seule chose un peu, concrète, matérielle dont disposent les enquêteurs. Malgré tout le sang, par exemple, qu'on retrouve sur place, il n'y a pas de traces ADN, par exemple, en tout cas pas de traces exploitables pour le moment. C'est ce qui est compliqué dans cette affaire, visiblement, pour les enquêteurs, parce que l'un d'entre eux m'a dit que c'était une affaire hyper complexe, notamment parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'indices, même aucun. En tout cas, c'est l'impression qu'ils donnent quand on discute avec eux. Et en tout cas, ils peuvent peut-être attendre d'éventuels résultats génétiques, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien de ce côté-là non plus. Et donc, il n'y a pas d'éléments particuliers, de témoignages. On est dans un endroit quand même un petit peu, non pas à la campagne, mais excentré de la ville, donc il n'y a pas de caméra. Il n'y a rien qui vient pour aider les enquêteurs, finalement. Non, il y a quelques caméras, il me semble, dans le village de Soyons, mais elles n'ont pas capté l'image de Roberto. Donc, ce qui ne peut pas aider les enquêteurs, effectivement. Et l'endroit étant isolé, il n'y a pas eu de témoins de la scène, ou en tout cas, personne ne s'est manifesté en ce sens. On peut quand même souligner que quelques personnes au profil, disons, un peu douteux, c'est-à-dire des marginaux qui vivaient dans le secteur, ont été entendues. Ça n'a rien donné. La piste aussi d'un tueur en série qui s'en prendrait uniquement aux cyclistes ne tient pas non plus.
plus parce qu'il n'y a pas eu d'autres crimes du même acabit dans la région. Ça a été aussi un moment donné une piste des enquêteurs, et éventuellement si ça pouvait être un tueur en série, il aurait récidivé ensuite, mais pour l'instant en tout cas il n'y a pas eu d'affaire de ce genre dans la région. Alors quoi ? Peut-être un crime gratuit, un fou qui passait par là et qui a agi sans raison ? Effectivement, ça peut être un crime gratuit, et c'est ce qui pourrait aussi, je pense, ce qui a créé pas mal d'émotions dans le village de Soyons, qui s'est ensuite mobilisé pour essayer d'entretenir la mémoire de Roberto Torres Pastor. C'est parce que cette personne-là qui aurait commis ce crime entre guillemets gratuit serait encore libre et éventuellement pourrait passer à l'acte une seconde fois. Des habitants choqués donc par ce fait divers et qui, vous l'avez dit, tous les ans se réunissent pour une marche blanche. C'est une initiative qui a été prise par le maire de la ville de Soyons, donc qui s'appelle Hervé Coulmont. On sent que c'est une affaire qui l'a beaucoup marqué et il donne de sa personne entre guillemets pour tenter de faire vivre la mémoire de ce cyclotouriste finalement qui n'a pas de lien avec la France, et finalement Soyons devient sa dernière demeure entre guillemets, donc ce qui lui donne je pense une responsabilité aussi au maire, et il s'en est saisi et voilà, il tente de faire avec ce qu'il a et ce qu'il peut pour entretenir la mémoire de Roberto Torres Pastor. Ce qui n'est pas le cas de sa famille, et c'est ce qui est assez étonnant dans ce dossier, c'est que donc sa famille qui vit aux îles Canaries en Espagne est totalement aux abonnés absents. Oui, sa famille, et c'est ce qui étonne les enquêteurs, n'a pas donné de nouvelles depuis qu'elle est venue reconnaître le corps en France, et n'a par exemple jamais contacté les enquêteurs pour savoir comment l'enquête se poursuivait, est-ce qu'il y avait des résultats. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose qui étonne beaucoup les enquêteurs parce que habituellement c'est pas ce qui se passe, en tout cas c'est eux comment ils l'ont formulé. Il y a quelques semaines, et c'est l'actualité de cette affaire, au mois de mai 2024, le juge d'instruction du pôle criminel d'Avignon en charge de ce dossier a relancé un appel à témoins en publiant pour la toute première fois la photo de Roberto Torres Pastor. Qu'est-ce que les enquêteurs espèrent à travers cet appel à témoins ? Les enquêteurs espèrent recueillir le témoignage de personnes qui auraient croisé Roberto Torres Pastor durant son périple, en tout cas avant le 7 octobre, et qui pourraient donner des indices sur éventuellement son comportement, des personnes qui auraient pu l'accompagner, enfin tout ce qui pourrait donner enfin une piste aux enquêteurs pour tenter de résoudre l'affaire. Parce qu'il existe toujours un espoir que quelqu'un qui se réveille, entre guillemets, 3 ans après ? Oui, après, par exemple, moi j'ai discuté très brièvement sur Facebook avec une personne qui avait commenté un article du Dauphiné Libéré et qui disait avoir croisé Roberto Torres Pastor. C'était une cyclotouriste également qui n'était pas française et qui l'avait tout juste croisé. Après, elle ne pourra pas donner beaucoup d'informations, mais en tout cas, peut-être qu'en croisant les témoignages, Roberto pourrait être mieux connu déjà par les enquêteurs, et puis aussi sur son périple, par où il est passé. Mais effectivement, 2 ans et demi après, ça va être à mon avis compliqué de retrouver des personnes qui se souviennent ou qui même auraient discuté avec lui et qui s'en souviennent encore. Et si vous aussi, auditeurs, auditrices de ce podcast, vous avez une information susceptible de faire avancer l'affaire, vous pouvez joindre les enquêteurs au 06 40 19 70 20 ou bien par email dcos26 tout attaché @intérieur.gouv.fr. Merci Martin. Merci à vous. C'est la fin de ce nouvel épisode des Crimes de la route. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouvez d'autres épisodes et l'ensemble de nos podcasts sur le site internet Vinci Autoroute et sur l'application Radio Vinci Autoroute. Une collection disponible également sur YouTube, Deezer, Spotify et sur Apple Podcast.